monsieur, bonsoir. Voici votre journal. Ce 30 avril 2024, veille de la fête du travail, le temps d'un arrêt pour dresser le bilan des rapports entre l'État et les fonctionnaires. La seconde trêve sociale a été signée le 8 août 2022. Le gouvernement s'engage à accéder aux revendications des fonctionnaires. Ces derniers, en retour, doivent tourner le dos aux grèves et autres rapports de force. Tous les problèmes sont donc mis sur la table des discussions. La 57e session de la conférence internationale sur la population et le développement a lieu en ce moment à New York aux États-Unis. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation représente la Côte d'Ivoire. 30 ans après la conférence internationale sur la population et le développement qui visait à placer les droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive au cœur du développement, c'est l'heure du bilan. Et puis, un coup de projecteur dans cette édition sur les fintech, contraction de finances et technologies. Depuis ces 5 dernières années, la digitalisation intègre de plus en plus plusieurs secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. C'est le cas du secteur financier. La récente révolution est la carte bancaire des producteurs lancée par le conseil Café Cacao. Jusqu'où ira la fintech? Réponse donc dans quelques instants. Bienvenue à vous tous, on démarre tout de suite avec ce communiqué émanant de la Direction générale du protocole d'État. La Direction générale du protocole d'État informe que la célébration de l'édition 2024 de la fête du travail aura lieu le mercredi 1er mai 2024 à 13h dans l'enceinte de la primature assise au plateau en présence de M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre chef du gouvernement, au lieu de 14h comme initialement indiqué. La Direction générale du protocole d'État prie par conséquent les personnalités civiles, centrales syndicales et organisations professionnelles invitées de bien vouloir prendre toute disposition utile en vue de leur présence sur le lieu de la cérémonie à 12h30 au plus tard. Demain, c'est donc la fête du travail, le temps d'un arrêt pour dresser le bilan des rapports entre l'État et les fonctionnaires. La seconde trêve sociale a été signée le 8 août 2022. Le gouvernement s'engage à accéder aux revendications des fonctionnaires. Ces derniers, en retour, doivent tourner le dos aux grèves et autres rapports de force. Tous les problèmes sont donc mis sur la table de discussion. Grace Kando, reportage. Gouvernement et syndicats se sont engagés dans un nouveau paradigme basé sur le dialogue social en vue d'améliorer les conditions salariales des fonctionnaires et agents de l'État. 2 ans après, les organisations syndicales ayant paraphé ces accords se prononcent. Depuis 2022, dès le mois d'août déjà, au niveau du transport, des augmentations. Dans l'ancien système, on avait 2 types de transport. Le fonctionnaire à l'intérieur du pays avait 5 000 francs, pendant que ceux d'Abidjan avaient 7 000 francs. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 000. Donc, c'est une augmentation substantielle. L'allocation familiale était à 2 500 depuis 1961. Nous sommes à 7 500 aujourd'hui par enfant. C'est important, c'est du simple au triple. Ensuite, l'institution de la prime exceptionnelle de fin d'année qui n'avait jamais existé, qui est issue de notre demande d'un 13e mois de salaire, pour le moment le tiers du salaire de décembre. Donc, ces acquis-là, forcément, agissent sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Notre message, ne faut pas brandir la trêve comme la fin, mais comme un début, comme une opportunité pour faire les vrais débats, les discussions permanentes, parce que c'est à ce prix et à ce prix seulement que nous pourrons maintenir la paix sociale chèrement acquise. Des affirmations de la Confédération, plateforme nationale des travailleurs, soutenue par la centrale syndicale Humanisme. Cet accord a porté fruit. Nous avons obtenu en 2022, de la part du président de la République, la signature d'un décret qui instaure dans l'ensemble des ministères de Côte d'Ivoire des comités sectoriels de dialogue social. Nous avons aussi obtenu qu'il soit créé au niveau donc de la primature un comité de suivi de la trêve qui puisse effectivement coordonner l'ensemble des activités de ces comités sectoriels de dialogue. Mais il faut surtout savoir que depuis la signature, les effets financiers pour consolider la protection sociale des travailleurs de la fonction publique, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a plus de 800 milliards déjà injectés, les effets dès la signature, sur 1135 milliards. Donc, globalement, nous pouvons dire que l'accord se porte bien. Au nombre des accords de la 2e trêve sociale figure en bonne place la nouvelle loi portant statut général de la fonction publique. C'est une loi qui vient revisiter
l'ensemble du dispositif institutionnel d'encadrement de la gestion des ressources humaines de l'État en redéfinissant le champ des emplois. Donc, tous les emplois sont dotés d'un profil des carrières, mais également en travaillant sur les droits des fonctionnaires. Donc la question des droits des fonctionnaires a été fortement revisitée. Les droits anciens ont été maintenus, renforcés, et il y a des droits nouveaux qui ont été créés au profit des fonctionnaires. Je pense notamment au droit à la formation, qui est une affirmation forte du statut général de la fonction publique. Par ailleurs, il y a les droits sociaux qui ont été également renforcés. Je vais citer comme ça le congé de paternité qui n'existait pas. Maintenant, avec la nouvelle loi, nous avons le congé de paternité qui va lui donner un véritable congé, lui permettant effectivement d'assister son épouse. Le congé parental, il concerne aussi bien l'homme que la femme. Lorsque ce fonctionnaire se retrouve avec un enfant gravement malade et qui nécessite une prise en charge, une assistance permanente pendant une certaine durée, donc le fonctionnaire pourra, avec ce congé parental, s'occuper de son enfant le temps que nécessitera la maladie. Des efforts consentis par le gouvernement. C'est pourquoi le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration invite les fonctionnaires et agents de l'État à jouer leur partition, s'approprier les principales avancées. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24.2 de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail en Côte d'Ivoire, le mercredi 1er mai 2024, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Signé Maître Adama Kamara. La fête du travail, c'est l'occasion pour les syndicats de faire le bilan des acquis et partager le point de leurs revendications. À la veille donc de cette fête, à Abidjan, une de nos équipes de reportage a pensé aux travailleurs indépendants. Walter Amadou Ouattara leur a tendu son micro. Regardons. Moustapha Kandé est technicien indépendant en froid automobile dans la commune de Cocody. À la veille du 1er mai, il exerce ordinairement à son atelier sans se préoccuper des préparatifs de la fête du travail. Pourtant, il accorde de l'importance à la commémoration. Le premier me dit quelque chose parce qu'on s'intéresse aux travailleurs. On met une pause pour interroger les travailleurs, pour écouter les travailleurs, c'est déjà quelque chose. Bon, nous, les particuliers, on se dit que le 1er mai, ça concerne beaucoup les travailleurs du public et du privé. Juste à côté, les acteurs de taxis communaux sont quasiment dans la même dynamique. Ils se réservent pour les différents programmes le jour même de la fête du travail. Pas grand-chose, mais on prend le temps de rester un peu au quartier, se reposer. Demain, on ne compte pas défiler, mais au quartier, on va rester au moins entre amis, au moins essayer de faire au moins quelque chose ensemble. Pourquoi? On se sent aussi concerné, puisque nous sommes des travailleurs. On travaille, donc c'est la fête des travailleurs. Il faut que nous aussi on montre aux gens que nous travaillons. Voilà la raison pour laquelle aussi demain nous aussi on va fêter, payer un poulet puis manger. Si au niveau du secteur indépendant, rien n'est fait en prélude au 1er mai, dans l'administration publique, l'ambiance est tout autre. À la SODEMI, depuis 2021, les deux syndicats de l'entreprise d'État se retrouvent la veille pour faire le bilan des acquis et recenser les points de revendication. Parmi les priorités aujourd'hui, comme on le dit, c'est l'acquisition vraiment d'une cité SODEMI qui est déjà en bonne voie. Parce que le DG, depuis son arrivée, il est à notre écoute et il fait main et pieds pour pouvoir mieux loger son personnel. On est en train de refaire peau neuve pour mieux mettre son personnel dans les conditions qu'il faut. En externalisant par exemple notre assurance maladie qui nous permet, quel que soit le lieu en Côte d'Ivoire, de nous soigner décemment. Le projet Carplan qui permet aujourd'hui jusqu'à l'agent de maîtrise d'avoir un véhicule flambant neuf. Il y a eu des satisfactions au niveau de l'augmentation, c'est-à-dire il y a eu le SMIC qui a été révalorisé. C'était le point focal de nos revendications. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a au niveau des emplois, il y a des sociétés qui recrutent le personnel, qui les met à la disposition de certaines entreprises. Et finalement, on est dans ce schéma. Alors que les emplois qui sont là sont permanents. Donc pour nous, il est important que ces sociétés-là laissent les sociétés, mais
faire le recrutement du personnel. Ce n'est pas bien pour le monde du travail. La réduction du temps de travail à une journée de 8 heures est le fruit de la lutte pour les droits des travailleurs depuis 1889. Autre volet de l'actualité, en marge du Salon international de l'agriculture du Maroc, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kossi Adjoumani, s'est rendu sur le chantier du projet d'aménagement hydro-agricole du Maroc. Une visite pour s'inspirer du modèle marocain en termes de résilience face aux effets du changement climatique. On voit cela avec Dangui. Cette vaste plaine entre la région de Meknes et de Fès au nord du Maroc est surplombée par ce château d'eau de près de 130 mètres. Un château d'eau non pas pour l'eau de boisson, mais pour l'irrigation de l'agriculture qui consomme ici environ 80% de l'eau. Une réponse marocaine aux effets pervers du changement climatique sur l'agriculture. Il vient pour soulager une nappe phréatique dans l'une des zones les plus productives au Maroc, qui est la plaine du Saïs, et qui connaît un déficit hydrique de l'ordre de 100 millions de mètres cubes par an. Et ce projet vient pour ramener environ 120 millions de mètres cubes par an pour appuyer l'agriculture irriguée dans cette zone. Il faut savoir que cette zone, c'est une zone agricole de premier ordre, et donc toute l'activité, le secteur primaire, c'est le secteur agricole, surtout irrigué, qui emploie beaucoup de gens et qui crée de la richesse. Le ministre de l'Agriculture est allé s'inspirer de ce projet d'un coût total de 700 millions d'euros, avec à la clé plus de 1000 km de réseau pour l'irrigation d'environ 2000 hectares de terres arables. Ce projet que vous avez ici va réduire l'impact des changements climatiques sur les producteurs de cette localité, qui est une zone pourvoyeuse de produits agricoles. Et je crois que cela doit mouvoir tous les pays africains qui connaissent les difficultés dues au changement climatique. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous avons également des difficultés avec les réductions de production, avec souvent des pénuries d'eau constatées, même au niveau des barrages et des fleuves, des lacs et des rivières. Si vous avez un tel projet, c'est une agriculture durable parce qu'à tout moment, on peut disposer d'eau. C'est en marge de la 16e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc au Siam que le ministre Kobena Kossi Adjoumani a visité ce chantier du projet d'aménagement hydro-agricole du Maroc. La 57e session de la conférence internationale sur la population et le développement a lieu en ce moment à New York aux États-Unis. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation représente la Côte d'Ivoire. 30 ans après la conférence internationale sur la population et le développement qui visait à placer les droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive au cœur justement du développement, c'est l'heure du bilan. On voit cela avec notre envoyé spécial, Ami Sissoko. New York, le siège des Nations Unies abrite depuis lundi la 57e session de la Commission de la population et du développement. La rencontre internationale est consacrée à l'évaluation du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, CIDP, mis en œuvre depuis 30 ans aujourd'hui. 30 ans que les dirigeants du monde réunis au Caire en Égypte ont décidé de mesures concrètes pour placer les droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive et au bien-être des populations au cœur du développement. Cet anniversaire, l'occasion de célébrer les succès obtenus et de se pencher sur les entraves à l'accès, entre autres, aux services de protection de la santé sexuelle et reproductive, à la stabilité et à l'égalité des sexes. Tout le monde y a travaillé, les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les Nations Unies et les responsables locaux. Et pourtant, aujourd'hui, les progrès ralentissent. La réduction annuelle de décès maternels stagne. Les inégalités dans les pays, entre les pays se creusent et les droits des femmes, des filles et des personnes diverses du point de vue du genre accusent un recul. Il nous faut recréer un terrain d'entente commun
Comme l'exige le programme d'action, nous devons consolider nos efforts, à nouveau, dans notre humanité commune, qui est au centre de l'adoption du programme d'action il y a 30 ans. À l'instar de plusieurs représentants des pays membres des Nations Unies, la ministre Maria Toukone a préparé à l'ouverture de la 57e session de la Commission de la population et du développement. Créée par le Conseil économique et social des Nations Unies en 1946, la commission est composée de 47 États membres élus par ce dernier pour une période de 4 ans. Elle évalue la mise en œuvre du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement. Et sur place, la Côte d'Ivoire et les États-Unis renforcent leur coopération pour lutter contre les fausses informations ou fake news. Un protocole d'accord a été signé ce lundi par l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, et le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou-Adom. Cet accord met l'accent sur l'éducation des utilisateurs des réseaux sociaux et le développement de programmes de sensibilisation. Michel Digri a les détails. Ce moment marque la première fois que les États-Unis concluent un tel accord avec un pays africain partenaire. Nous sommes toujours contents quand la Côte d'Ivoire peut être le premier, comme la CAN et comme aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, locomotive de l'Afrique dans plusieurs domaines, prend une fois de plus une longueur d'avance dans la lutte contre les infox. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères matérialisent la coopération entre les deux pays dans la lutte contre la manipulation des informations en ligne en paraphant les documents du protocole d'accord. Cet accord, j'en suis persuadé, fournira à la Côte d'Ivoire les leviers nécessaires pour lutter efficacement contre la manipulation d'informations, en la mettant au diapason des autres États et organisations qui se dotent de moyens de plus en plus performants pour faire face à ces phénomènes nouveaux. Les États-Unis ont hâte de commencer ce travail avec la Côte d'Ivoire en partenariat avec les Ivoiriens et de collaborer sur les projets en la matière. Ensemble, nous allons établir un modèle de coopération bilatérale exemplaire dans ce domaine. Créer un écosystème numérique dans lequel les utilisateurs peuvent se sentir en sécurité et respectés avec des réseaux sociaux utilisés de façon responsable. Cette initiative de partenariat avec les États-Unis a commencé en juillet 2023 à Washington. Nous sommes très heureux de la signature de cet accord dont les discussions ont commencé il y a environ 9 mois lorsque j'étais aux États-Unis en mission au cours de laquelle on a pu rencontrer plusieurs acteurs dans le Global Change Engagement Center avec qui nous avons eu de très longues discussions sur tout ce qui touchait à la désinformation, à la mésinformation, à la manipulation de l'information, aux infox comme on a l'habitude de les appeler. Et la Côte d'Ivoire a engagé une expérience, c'était celle de la campagne que nous avons lancée, dont vous avez été tous témoins, sous le hashtag en ligne tous responsables et la signature ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne. Cette campagne a eu un succès qui a retenu l'attention donc des États-Unis et ça a renforcé les discussions que nous avons eues avec ce pays lorsque nous y étions. Et nous sommes très heureux qu'en 9 mois, elles aient abouti et que nous signions donc ce protocole, le premier avec un pays africain, qui permet donc à nos deux pays de lutter ensemble contre la manipulation de l'information qui peut être opérée par certaines puissances étrangères. Et cette collaboration avec les États-Unis permettra de renforcer la sensibilisation du public sur les risques liés au cyberharcèlement, à la désinformation et aux violations de la vie privée. On en vient à ce coup de projecteur sur les fintech, contraction de finances et technologie. La digitalisation intègre de plus en plus plusieurs domaines en Côte d'Ivoire. C'est le cas dans le secteur financier. Des startups ont développé des technologies numériques visant à rendre les transactions financières plus accessibles. La récente révolution est la carte bancaire des producteurs lancée par le conseil Café Cacao. Jusqu'où ira la fintech? La réponse en images avec Victorine Yaoyoboué dans notre dossier EcoPlus. Regardons.
Son sac de cacao sur une moto, Sadrak se dépêche d'écouler son produit au magasin de la coopérative Scoop Assab à Ogoudou, non loin de Divo. La pesée faite, c'est plus de 100 000 francs CFA qui vont être remis aux planteurs à la place des billets de banque, un virement sur la carte bancaire du producteur. Après avoir pesé son cacao qui est de 78 kilos, il veut lui prendre sa carte pour scanner d'abord le paiement total. Avec sur la carte là, personne ne sait que ouais, on t'a donné là. Si toi-même tu n'es pas pris pour aller dire ça à tout le monde, tu peux prendre pour aller à la banque aussi. C'est ici comme un demi-fonctionnaire aussi. Le paiement électronique des producteurs de café cacao est encore à sa phase pilote. Lancé depuis environ 3 mois par le Conseil Café Cacao, le projet du système de traçabilité de la filière vient accélérer la bancarisation du monde rural. Et les avantages ne manquent pas. Aujourd'hui, le producteur pourra être bancarisé, son revenu va être maîtrisé et une banque peut mettre en place un système de financement de crédit pour l'accompagner. Mais l'avantage, ce n'est pas le producteur seul. Les banques même gagnent. Parce que cette liquidité avec laquelle les producteurs dorment, qui crée l'insécurité, cette liquidité va se trouver au niveau des banques. 2 millions de tonnes. Quand on multiplie par 1000 francs, ça fait comment? 2000 milliards qui étaient payés en liquidité. Mais imaginez que les 2000 milliards aujourd'hui vont passer dans des banques. La Côte d'Ivoire pourra financer certains projets à travers des emprunts intérieurs. En 2021, la Banque mondiale estimait déjà la contribution du numérique à l'économie ivoirienne à hauteur de 1140 milliards de francs CFA, soit près de 3% du PIB. Le commerce en ligne devenu une véritable industrie, l'avènement des VTC, voitures de transport avec chauffeur, qui révolutionne le transport en Côte d'Ivoire, autant de secteurs digitaux qui génèrent à ce jour d'importants flux financiers. Les acteurs du transport traditionnel l'ayant compris essaient de se réinventer de peur de disparaître. Avec un parc autour de plus de 150 000 véhicules, la priorité du ministère des Transports aujourd'hui, c'est de nous envoyer petit à petit vers la professionnalisation, ce qui impose la digitalisation. Et cela a un impact positif sur la gestion de l'entreprise, parce que plus le client paye à partir d'une plateforme, plus la recette va directement sur le compte des transporteurs. Aujourd'hui, vous avez quelques flottes de taxis qui essaient donc de s'adapter à ce mode de paiement. Vous avez aujourd'hui des jeunes Ivoiriens, des jeunes start-up qui donc travaillent pour mettre au service donc de nos taxis communaux, de nos taxis compteurs, des plateformes de mise en relation. Le secteur du transport n'est pas le seul à faire SAMU. Les fintechs ont démocratisé les transactions financières du coin de la rue aux hameaux les plus reculés du pays. Je fais dépôt 5 000. C'est à des jours qui peuvent envoyer plus de 200 000. Loin de s'en inquiéter, les banques traditionnelles encouragent une saine collaboration pour le bonheur des populations. L'avènement des fintech a permis une diversification de l'offre, de faire baisser les coûts, de simplifier les parcours clients. Et quand une fintech qui a l'avantage de maîtriser la technologie, mettre cette technique au service de la finance, les banques y trouvent tout de suite leur intérêt. L'impact des fintechs sur le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire est indéniable. Le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire a pris 10 points. Il est passé de 20% à 30%. Jamais dans l'UEMOA, un pays n'avait connu une telle croissance du taux de bancarisation, si ce n'est donc en Côte d'Ivoire. Le taux d'inclusion financière qui, lui, intègre les banques, les microfinances et les émetteurs de monnaie électronique a dépassé les 80%. Vu la valeur ajoutée apportée au secteur bancaire et financier ici et dans les autres pays de la région ouest africaine, la BCEAO a recensé environ 200 fintechs en vue de la régulation de leurs activités. Une telle dynamique mérite d'être suivie par tous les autres domaines d'activité tels que l'éducation, la santé ou encore la recherche. Mais la migration vers le numérique exige la maîtrise de la technologie. Les experts en la matière estiment que la Côte d'Ivoire, locomotive de l'espace UEMOA, se doit de donner l'exemple en multipliant les initiatives dans ce sens. En 2022, près de 3 milliards de dollars ont été investis dans les fintechs en Afrique. Le Nigeria, lui seul, a pris 400 millions. Le Kenya, 750 millions. L'Afrique du Sud a pris 618 millions. Nous pensons que la Côte d'Ivoire doit être là où les choses sont en train de se passer. Selon les projections du FMI, la Côte d'Ivoire devrait franchir pour la première fois à l'horizon 2026
Là-bas, des 100 milliards de dollars, soit plus de 60 000 milliards de francs CFA. Avec un taux de croissance annuelle de 6,5%, ce dynamisme économique fera de la Côte d'Ivoire l'un des pays d'Afrique subsaharienne à croissance rapide. Les fintechs se présentent donc comme un véritable atout pour faire de ces prévisions une réalité. Voilà, contribution des fintechs à l'économie ivoirienne, un sujet signé Victorine Yaoyobwe. La RTI a glané 8 distinctions aux Ebony 2023, une véritable razzia car ce chiffre constitue la moitié du palmarès de cette année. Quels sont les ingrédients d'un tel succès? Franco Quadio a rencontré les lauréats mais aussi les différents responsables de la Maison Bleue. Regardons. Podium. Cérémonie des Ebony 2023 dans le décor doré de l'antre habituel. Un nom sonne et sonne encore le Super Ebony Ligua Aimé. Ebony Radio et 2 prix spéciaux avec lui, Kone Bintou Pekele Ebony Télé, 2 prix sectoriels et le meilleur présentateur télé Hamza Diaby, mais aussi la directrice des journaux d'information Abiba Dambélé, Saoué, nommée présidente du comité de pilotage pour la mise en œuvre de la Fondation Noël Ebony. Tous les 4 ont un point commun, ce sont des agents du groupe RTI. Au total, 8 distinctions et 1 nomination pour la Maison Bleue, soit la moitié du palmarès cette année. Gros pourvoyeur Radio Côte d'Ivoire, nous allons à la rencontre de Super Ebony. Pas difficile à trouver, les trophées en évidence à la salle de rédaction. Ligua Aimé à la tâche déjà, dès le lendemain de son sacre. C'est une jeune carrière, mais déjà dense quand même, en termes de lauriers glanés, mais en termes de défis à relever surtout. Et donc, cette fierté-là aujourd'hui, je la partage avec toute la direction générale de la RTI. Des valeurs de travail, mais aussi la recherche de l'originalité. On peut aller à l'intérieur du pays, faire des sujets là-bas. Et donc, 2 missions à l'intérieur du pays ont suffi pour que je sois aujourd'hui sacré Super Ebony. La première dans le Bonkani, où je suis allé à la rencontre de la brave population de Toubo. C'est dans le département de Teini, à 10 de kilomètres du Burkina Faso. Ce village-là qui fait face à l'arrivée massive des réfugiés burkinabés. C'est le symbole de la solidarité ivoirienne qui est à l'œuvre là-bas. Le travail, la valeur partagée par le manager, Sali Siloué Konaté. À la Radio Côte d'Ivoire s'entend, un journaliste, il est présentateur de journaux parlés, il est reporter et souvent, il est également responsable de magazines. Donc, c'est autant de travail qui finit par forger l'agent à Radio Côte d'Ivoire et qui le rend performant. Et je pense que c'est le cas de l'IME. D'une directrice à l'autre, la volonté partagée. Abiba Dambélé Saoué a été nommée présidente du comité de pilotage chargé de la mise en œuvre de la Fondation Noël Ebony. Son leitmotiv, l'excellence, déjà prônée par la RTI. Ce comité va promouvoir l'excellence, va œuvrer aussi à l'amélioration du prix Ebony. Ensuite, ce comité va s'occuper des questions de formation et de recherche de financement. Nous pouvons nous enorgueillir d'avoir plusieurs Super Ebony. Serge Koléa, Koné Pargasoro, il y a eu Claude Frantabout, Lassine Fofana. La politique de la direction des journaux d'information, c'est d'accompagner les journalistes d'excellence en Côte d'Ivoire. Des valeurs qui ont guidé les pas de Kone Bintou Pekele, les meilleurs journalistes télé, et de Hamza Diaby, meilleur présentateur télé, déjà sacré à 2 reprises. Quand je suis en train de préparer mon journal télévisé, je m'assure de faire exactement ce que j'ai appris à l'école. Donc je suis heureux que ça paye aujourd'hui. C'est l'aboutissement d'un travail acharné. Le groupe RTI qui mène la barque, le directeur général, au-delà de la satisfaction, se projette. Pour Fosseni Dambélé, c'est toute une stratégie pour pérenniser la qualité de service, celle de rendre disponible la bonne et juste information. Nous avons un vrai programme de formation et de renforcement des capacités. Et je peux vous dire que, par exemple, nous allons bientôt commencer avec l'UAR, des formations sur l'accompagnement des rédactions par l'intelligence artificielle. Et donc, nous faisons en sorte que nous soyons à la pointe. Et également, c'est le travail d'encadrement au quotidien par les rédactions, les chefs de service. Et c'est aussi les efforts pour doter les journalistes
du matériel nécessaire à leur travail. Bien entendu, nous sommes dans un domaine très compétitif, très évolutif et il faut se mettre au goût du jour. Pour rappel, notons que le groupe RTI, qui fait feu de tout bois aux ébonies, ce n'est plus une surprise. Déjà à la 21e édition, sacré 6 journalistes et Serge Akolia, Super Ebony pour l'année 2019. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, en République centrafricaine, la Cour pénale spéciale a émis ce mardi un mandat d'arrêt international contre l'ancien président François Bozizé pour de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par des militaires dans une prison entre 2009 et 2013. Renversé de pouvoir il y a 11 ans par la rébellion de la Séléka, François Bozizé vit actuellement en Guinée-Bissau, conformément à un accord de paix signé à Luanda en 2021 entre les autorités centrafricaines et les groupes armés. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Mais avant, je vous donne lecture de ce communiqué émanant de la Direction générale du protocole d'État. La Direction générale du protocole d'État informe que la célébration de l'édition 2024 de la fête du travail aura lieu le mercredi 1er mai 2024 à 13h dans l'enceinte de la primature sise au plateau en présence de M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, au lieu de 14h comme initialement prévu. La Direction générale du protocole d'État prie par conséquent les personnalités civiles, centrales syndicales et organisations professionnelles invitées de bien vouloir prendre toute disposition utile en vue de leur présence sur le lieu de la cérémonie à 12h30 au plus tard. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.